Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, vous êtes toujours branchés sur la bande 96.3 Victoire FM. C'est vrai, en ce moment, votre radio, vous l'écoutez, cependant, quelques soucis techniques que nous sommes en train de connaître depuis quelques jours. Cependant, tous les experts, je dois le dire ainsi, sont à pied d'œuvre afin que tout revienne à la normale et que que vous puissiez nous écouter en bonne et due forme. Cependant, notre invité de ce matin, c'est Folie Sativi, le premier responsable du mouvement En Aucun Cas. Alors, Folie Sativi, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Général Sativi, c'est ça, non? Bon, c'est à quelque sorte ça. Général, c'est mon sobriquet. C'est un sobriquet ou bien pourquoi général? Et quand est-ce que vous êtes devenu général? Bon, ce n'est pas un général d'armée quand même, mais je me définis comme un général tout-terrain parce que je suis présent sur tous les terrains, sur tous les fronts où une injustice semble être commise. Donc, c'est ce qui m'a valu le nom de général et les gens sont commencés par dire, mais toi tu es général, tu es un peu partout. Donc, ça fait que bon, je l'ai également adopté. Et vous l'avez également adopté. Folie Sativi, désormais général Sativi, qui est le premier responsable du mouvement En Aucun Cas. Est-ce que le mouvement En Aucun Cas n'est pas caduqué aujourd'hui, ne peut plus fonctionner ou on ne doit plus encore l'appeler? Bon, je ne pense pas que le mouvement En Aucun Cas soit devenu caduque. Parce que le mouvement En Aucun Cas a été créé pour œuvrer et avait pour but d'œuvrer pour l'épanouissement et puis l'émancipation totale des Togolais. Et aujourd'hui, les Togolais ne semblent pas être épanouis et émancipés. Donc, le mouvement En Aucun Cas garde toujours sa raison d'être, à moins que vous voulez faire référence à l'article de la Constitution qui stipule qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais là également, elle ne peut être caduque parce que aussi longtemps que cet article n'a pas été réintégré dans la Constitution, nous ne pouvons que continuer par nous battre pour qu'elle puisse retrouver sa place dans notre Constitution. Oui, mais voilà quand même la Constitution adoptée en mai 2019, je crois, aujourd'hui ne comporte plus cette expression locutive en aucun cas. Mais en aucun cas, vous l'aviez véritablement attribué à votre association ou disons à votre mouvement pour nous dire qu'en aucun cas, Faure Gnassingbé ne doit plus être candidat. C'était ça? Oui, c'était dans cette optique, au-delà de l'objectif que nous étions assignés de faire intégrer à tout prix cette mention de la Constitution. L'objectif également était que M. Faure Gnassingbé ne puisse pas briguer un 4e mandat. Et malheureusement, il a été candidat et il est en train de vouloir faire ce 4e mandat. Mais nous sommes toujours en train de travailler d'arrache-pied pour que ce 4e mandat ne puisse pas prospérer. Mais vous aviez dit dans ce pays, cher ami, que plus jamais Faure ne sera candidat pour les élections présidentielles 2020. Et maintenant, vous aviez même poussé l'outrecuidance en disant il marchera sur mon cadavre. Oui, vous savez. Mais voilà, Faure a été candidat. Non seulement candidat, il a battu pleinement campagne. Non seulement il a battu campagne, il a été élu. Non seulement il a été élu, mais il a été plutôt plébiscité sur les chiffres officiels. Mais vous savez, si ça ne dépendait que de ma petite personne, je ne pense pas que M. Faure Gnassingbé serait encore aujourd'hui au pouvoir ou serait en train de vouloir faire un 4e mandat. Parce qu'à notre niveau, la détermination, elle était totale. Et nous étions convaincus que si le peuple togolais nous avait suivis, s'était levé comme un seul homme, aujourd'hui, tout ça aurait été possible. Mais il faut essayer Donc vous étiez dans la dynamique d'une révolution populaire? Pas dans la dynamique d'une révolution populaire, mais dans une dynamique censée remettre de l'ordre dans la cité. Parce qu'il est anormal qu'après 2 mandats, Faure
ait pu briguer un troisième et qu'il veuille encore briguer un quatrième mandat. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, on lui a permis de briguer un quatrième mandat que d'autres également dans la sous-région se disent, ben, si Faure Gnassingbé arrive à briguer un quatrième, c'est que nous autres pouvons également briguer un troisième mandat. Maintenant, comme je le disais, il faut revenir dans le passé pour rechercher les causes ou ce qui a pu rendre possible la candidature de M. Faure Gnassingbé. Vous savez, au moment où le peuple togolais devait être uni sur cette question, nous ne l'étions pas. À ma sortie de prison, moi je croyais encore que mes aînés étaient dans la même logique qu'avant. Je croyais qu'ils étaient restés fidèles à notre lutte commune. Mais après ma sortie de prison, j'ai eu à faire je suis passé chez presque tous les leaders, j'en ai parlé avec eux, ça a été l'objet principal de nos discussions. La plupart m'ont donné leur accord, m'ont dit qu'ils sont dans la même logique que nous, que quand le moment viendra, on sera ensemble sur ce même front. Mais quand le moment est venu, j'ai plutôt constaté qu'il y a plutôt des responsables de certains partis politiques qui faisaient même croire à l'opinion que Faure lui-même n'envisage pas d'être candidat. Donc ça c'est un faux débat, que Faure ne veut pas être candidat et qu'actuellement il y aurait des débats au sein du parti Unir afin de pouvoir dégager une autre personne. Et donc cela a eu à fragiliser notre lutte parce que l'opinion qui devait être préparé à cela, l'opinion était plutôt dans le doute. Les gens se disaient, et si Folis Saïtivi dit, bon, il ne faudrait pas que Faure soit candidat, alors que lui-même, selon ce qu'on nous dit, Faure ne veut pas être candidat, il se prépare à choisir quelqu'un. Et à côté, vous avez vu... C'était quand même, on était sur le terrain politique, et c'est le pouvoir qui a entretenu le suspense, jusqu'à ce que ce soit le dernier jour que le chef de l'État ait pu, le président Faure ait pu accepter de briguer un nouveau mandat suite à l'appel incessant et pressant donc de ses militants. Vous savez, M. Faure Gnassingbé et les responsables de son parti étaient dans leur rôle. Parce que Faure Gnassingbé lui-même, à un moment donné, avait peur d'annoncer sa candidature. Avait peur? Il avait vraiment peur d'annoncer sa candidature parce qu'il ne savait pas. Oui. Parce qu'il avait en fait peur qu'un vent populaire ne vienne à le renverser et le pousser à fuir ce pays. Et donc, il était en train d'observer tous les signaux. Il était en train de voir comment les choses se déroulaient, de voir si éventuellement il pouvait l'annoncer et de quelle manière il devait l'annoncer. Et donc, c'est ce qui a poussé le régime à organiser toute cette comédie qu'on a vue, où des militants ont dit on donne de l'argent à certaines personnes d'aller manifester dans certaines villes pour demander que Faure Gnassingbé soit candidat, alors qu'en réalité, personne n'a voulu qu'il le soit. Mais si ces personnes n'avaient pas reçu de l'argent, ils n'auraient naturellement pas... Vous pensez que tout ce beau monde, tous ces gens-là qui étaient descendus dans les rues, soit à Blita, à Kara, Tapao, partout, dans toutes les régions, pensez qu'ils auraient été manipulés avec des espèces sonnantes? Vous savez, la majorité d'ailleurs, plus de 3/4 de ces personnes ont été manipulées. Il y a dans ce pays des gens qui ont intérêt à ce que Faure Gnassingbé soit candidat. Et eux, c'est tout à fait normal qu'ils veuillent que Faure soit candidat. Parce que quand vous prenez l'exemple de la famille Adjakli, l'exemple des familles qui aujourd'hui profitent de Faure Gnassingbé, du fait que Faure Gnassingbé soit au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'ils veuillent que Faure puisse continuer par nous diriger. Par contre, il y a des citoyens lambda qui ont fait... Ils ont des intérêts, s'il faudrait au pouvoir, ça leur profiterait dans... Tout à fait. Parce que vous savez que Faure Gnassingbé, c'est celui qui cautionne c'est celui qui cautionne l'arbitraire, c'est celui qui cautionne la corruption et l'impunité dans ce pays. Et donc, il y a certaines personnes qui brillent plus dans la corruption, dans l'impunité, dans les détournements de fonds, et qui voient que, bon, c'est aussi longtemps que Faure Gnassingbé est au pouvoir, ils peuvent continuer par détourner sans être inquiétés. Prenez un peu le cas de Ayassor, qui eut à détourner de l'argent dans ce pays, mais qui n'a jamais été inquiété, ni Sao Nyonfam, qui a détourné l'argent de la route Lomé-Vougan, mais qui n'a jamais été inquiété. Cette personne ne peut que vouloir... Ce sont des allégations qui n'ont pas encore été confirmées. C'est des choses qui ont quand même été vérifiées. C'est des choses qui ont été vérifiées que ni Sao Nyonfam, le ministre Sao Nyonfam... par quelle structure? Je pense qu'il les médias... Il a été interpellé. Il a été interpellé à l'Assemblée nationale. Et on lui a demandé où sont passés l'argent. Nul n'a vu l'argent à ce jour. A servi à acheter le matériel. Et où sont aujourd'hui ces matériels? Elles servent aujourd'hui à quoi? À construire la route? Je ne pense pas. Et je pense que dans ces genres de contrats, quand l'État togolais veut faire quelque chose et qu'ils font un appel à soumission, tout ça, je pense qu'il y a une procédure donnée. Il y a une procédure donnée. Est-ce que la procédure n'a pas été suivie? Parce que là, nous sommes en prison. Parlé de gré à gré.
Ouais, en fait, nous sommes en présence de ce que les juristes appellent la garantie autonome. Bon, il y a tout un processus et en temps normal, je pense que s'il est advenu que l'entreprise n'a pu réaliser le travail qui lui a été demandé, il y a quand même des actions que l'État aurait pu intenter contre cette entreprise afin de reprendre son argent. Mais aujourd'hui, on nous dit absolument rien par rapport à ce dossier, ce qui montre à suffisance qu'il y a un problème quelque part. Et donc pour vous, tout ce beau monde tapis dans l'ombre qui pille les ressources du pays, pour eux, fort ou rien. Tout à fait. Raison pour laquelle Fort aurait accepté être candidat. Mais quand même, on peut toutefois dire que vous étiez dans un monde illusoire. Quand vous teniez mordicus que Fort ne sera pas candidat, soit il va marcher sur mon cadavre, etc., etc. Vous ne voyez pas que c'était quand même de la pure illusion à l'époque? Bon, quand même, certains diront de la pure illusion, mais nous étions réalistes. Nous étions réalistes parce que si on avait travaillé de façon solidaire à ce que Fort Gnassingbé ne puisse pas être candidat, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler encore d'élections, de fraude électorale. Oui, maintenant, à qui est la faute au juste? Fort candidat, Fort réélu, Fort pour 4e mandat. À qui est la faute? Bon, au peuple togolais, aux militants du Parti Unir, aux leaders politiques, ou bien à qui? Bon, moi je pense que c'est une responsabilité partagée parce que de toute façon, nous étions préparés à ce que Fort Gnassingbé cherche à passer par des manœuvres pour pouvoir se porter candidat. Et donc c'est plutôt au niveau des leaders de l'opposition et de nous-mêmes, citoyens togolais et pris de liberté et de justice, que le problème s'est posé parce que nous n'avions pas été unis au moment où il le fallait. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que les gens... Vous n'avez pas été unis. Je parle de nous qui sommes aujourd'hui opposés au régime de Fort Gnassingbé. Nous n'avions pas été unis et nous n'avons pas été sincères tout au long de notre cheminement. Des gens n'ont pas joué carte sur table. Finalement, Foulé Tativi, activiste ou bien opposant à Fort Gnassingbé? Mais vous savez, moi je définis l'opposant comme celui qui n'est pas d'accord avec le mode de gouvernance dans ce pays. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses sont gérées, la gouvernance actuelle, sont pour moi des opposants. Alors, si nous prenons cette définition, je me reconnais comme un opposant au régime de Fort Gnassingbé. Parce que je suis opposé à tout ce qui se fait actuellement, à cette gestion calamiteuse des ressources publiques. J'y suis opposé carrément. Et donc, je parlais un peu du cas ivoirien. Regardez, prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les acteurs politiques, toute la population semble être mobilisée contre la candidature de Alassane Ouattara. Non pas parce qu'ils craignent Ouattara ou parce qu'ils ont peur que Ouattara ne vienne à les battre dans les urnes. Non, il y a Guillaume Soro, il y a Bédié, il y a Ouattara, il y a Gbagbo plutôt, quand les trois se mettent ensemble. Je ne pense pas que Ouattara puisse tenir. Mais ils essaient d'éviter un précédent dangereux dans l'histoire de leur pays. Parce que si aujourd'hui ils laissent Ouattara briguer un 3e mandat, demain une autre personne peut être également tentée de vouloir violer la Constitution et de faire du n'importe quoi. Parce que quand on laisse la personne violer une première fois, il peut encore violer une seconde fois. Et donc, il s'agit pour eux d'arrêter le mal avant qu'elle ne devienne plus grande. Et je dis souvent que quand quelqu'un veut couper vos doigts et que vous vous taisez, c'est que demain, il va demander à couper votre main et demain, votre bras. Alors, si vous l'arrêtez pendant qu'il voulait couper votre doigt, alors vous prévenez le danger futur qui vient. Oui, mais comme c'est de la Côte d'Ivoire dont vous parlez, ou bien à la Côte d'Ivoire, faites allusion, vous pensez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent stopper M. Alassane Ouattara? En tout cas, je pense que ce peuple tel que je le connais fera tout quand même pour que Alassane investit. Alassane a déposé sa candidature. Je pense que c'est de la même manière que Blaise Compaoré avait été investi au Burkina Faso sur un terrain plein de monde, mais pareil, on a vu ce qui s'est passé. Et Blaise Compaoré a fui son pays. Aujourd'hui, il est devenu expatrié. Les situations n'étaient pas les mêmes. Bon, je pense qu'elles sont identiques. Vous savez, quand on parle un peu du peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple que je respecte beaucoup. C'est un peuple qui a un degré de conscience suffisamment très élevé et qui sait s'unir autour des questions fondamentales. Regardez aujourd'hui un Soro qui s'unit au Gbagbo et à Rachel Blegoudé et à Bédié. Alors qu'ils étaient tous des ennemis. Ils étaient des ennemis. En 2010, Soro combattait avec les armes le régime de Gbagbo. Mais c'est des gens qui se mettent aujourd'hui ensemble pour pouvoir empêcher une forfaiture dans leur pays. Cela montre un peu l'issue même de cette bataille. Mais au Togo ici, nous sommes incapables de nous unir sur la petite question
Nous sommes incapables de nous unir. Notre ego, nous faisons souvent plus montre de notre ego que de l'intérêt général. Nous pensons plus à notre petite personne. Parce que ce n'est pas moi, alors il ne faudrait pas que ça passe. Ce n'est pas normal, c'est tout notre problème ici dans ce pays. Est-ce que vous avez décelé donc dans le comportement des Togolais? C'est ce que j'ai décelé. Parce que moi j'ai compris... Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Et on peut maintenir le statu quo? Oui, tout à fait, parce que quand vous regardez d'unir jusqu'à nous, c'est la même chose. Je pense que sans lui, le Togo ne peut plus être ce qu'elle doit être. Et nous autres qui sommes également de l'opposition, nous pensons également que si ce n'est pas nous qui sommes au devant ou si ce n'est pas nous qui sommes tels, alors il faudrait que les choses restent comme ça. Et ce n'est pas normal, il faudrait qu'on puisse avancer. Il faudrait qu'on avance. Ce n'est pas notre petite personne qui intéresse les Togolais, mais c'est plus la cause générale qu'on défend. C'est plus leur pain quotidien et c'est plus la liberté qu'ils veulent. Oui, mais ces derniers temps, on vous a beaucoup plus senti proche de la dynamique Monseigneur Kodjo. Est-ce que cela vous a inspiré confiance par rapport aux autres leaders quand vous étiez sortis de prison? Vous les aviez rencontrés un à un, mais quel est véritablement le sens donc de ce rapprochement entre vous et la dynamique Monseigneur Kodjo? Vous savez, mon histoire avec la dynamique Monseigneur Kodjo, elle est spéciale parce que à ma sortie de prison, la première personne que je lui ai visitée était Monseigneur Kodjo. Je l'ai visité. Et pourquoi vous aviez choisi rencontrer le prélat? Bon, j'ai choisi de le rencontrer parce que quand j'étais encore en prison, il faisait partie de l'une de ces personnes qui s'était vraiment battue pour que je puisse être libéré. Et donc, il était tout à fait normal que je puisse aller le remercier. Vous aviez rendu visite quand vous étiez en prison? Il était venu, mais on ne lui a pas permis de me voir. Ah, il a été empêché. Il a été empêché de me voir. Et donc, je suis parti le voir. Et par après, nous avons reçu des invitations à prendre part à certaines réunions qui étaient censées conduire au choix d'un candidat commun pour l'opposition. Et à cette réunion, moi, j'ai toujours donné mon avis sur la question. J'ai toujours dit que le plus important sur lequel on devait se battre, c'était d'empêcher Faure Gnassingbé d'obtenir des conditions saines pour une élection transparente. Je n'ai pas été suivi pour la plupart du temps. Et par après, il s'est agi de choisir le candidat commun. J'étais le seul parmi tous à m'être opposé au choix de M. Gabriel Mensah-Guéyomé Kodjo. J'étais le seul et tous nos amis opposants comme société civile qui étaient dans la salle peuvent confirmer. Et j'étais la seule personne qui a également pu proposer un autre nom à part le nom de M. Gabriel Mensah-Guéyomé Kodjo. Et si je me souviens, c'est le rôle que vous aviez pu jouer à l'époque? Bon, pas ça, parce que pour moi, il s'agissait à chacun pouvait donner son choix. Oui. Et donc, c'est à la fin maintenant qu'on va voir le plus rassembleur, celui qui pouvait faire l'affaire. Et moi, j'avais donné en ce temps le nom du professeur David Dossé. Ah oui. C'était son nom que j'avais donné, c'est lui que j'avais donné en ce moment. Donc Agbéyomé ne faisait pas l'unanimité? Bon, vous savez... Ou bien il ne vous inspirait pas confiance? Bon, vous savez que M. Agbéyomé Kodjo, jusqu'à son choix, était sujet à beaucoup de polémiques. Mais par après, vous savez, j'ai personnellement été émerveillé par le charisme et la personnalité de M. Gabriel Mensah-Guéyomé Kodjo. Regardez un peu, un homme qui était haï par presque tout le monde, mais qui subitement s'est fait aimer par tous. C'était un peu génial. Quand vous regardez un peu toute sa campagne, il était le seul à ne pas porter un t-shirt à l'effigie de son parti. Il était le seul à ne pas passer un message partisan. Il était le seul à jouer la carte du rassembleur, de l'homme d'État. Et vraiment? Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Et dans mes rapports personnels avec lui, j'ai constaté que c'était l'homme qu'il nous fallait. Si nous laissons tomber son passé. Donc, Agbéyomé, vous l'avez pressenti comme étant l'homme de la situation? Il était vraiment l'homme de la situation. Poser aujourd'hui des questions... Mais ce n'était pas quand même le cas au niveau de ses pairs de l'opposition, c'est-à-dire les autres leaders de l'opposition. Son choix d'ailleurs même n'avait pas quand même fait l'unanimité au sein de la classe politique togolaise. Vous savez, ce que beaucoup de gens se reprochent aujourd'hui à Agbéyomé Kodjo, c'est plus son passé que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est plus son passé. Beaucoup lui reprochent ses accointances avec le système en place, beaucoup lui reprochent certains actes qu'il aurait posés de par le passé. Mais moi, pour avoir côtoyé, pour le peu de temps que je l'ai côtoyé, j'ai vu plutôt en lui quelqu'un qui a changé avec le temps. Quelqu'un qui est devenu une autre personne, quelqu'un qui est devenu plus humain et quelqu'un qui a une folle envie de voir ce pays changer. C'est ce que moi j'ai senti en lui. Donc, sincérité? Sincérité, je l'ai senti. Vous savez, au départ, je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas en lui.
je faisais partie de ceux qui doutaient en sa personne. Parce que j'avais des informations depuis Paris même, parce que j'ai des amis qui sont également très connectés à l'Élysée, qui m'avaient fait comprendre que non, qu'il se pourrait que M. Agbeyome Kodjo était de mèche avec Faure Gnassingbé, que c'était plutôt un deal qu'ils avaient fait pour pouvoir rouler le peuple togolais, tout ça tel. Je suis venu, je lui en ai parlé directement. Je lui ai dit que c'est ce que... Vous avez échangé avec lui-même? Oui, j'ai échangé avec lui à son domicile. Et je lui ai dit que c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est l'information que vous aviez? Oui, c'est l'information qu'il était énervé, il disait non, tel. J'ai dit bien, c'est ce que tout le monde pense actuellement au sein de l'opposition. Je ne sais comment l'information a été distillée au sein de la masse, mais c'est ce que tout le monde pense. Et puis après, quand il a été arrêté, après sa libération, il me disait, ben Folie, Sativi, regarde, ben moi je suis de mèche avec le pouvoir en place, ils sont venus, ils m'ont arrêté, ils ont giflé ma femme, ils ont fait subir des tortures, des humiliations pareilles à mes enfants, tout ça, à tous ceux qui se trouvaient et à moi-même, alors que je suis de mèche avec Faure Gnassingbé. Bon, vous savez, j'ai pu comprendre que certains d'entre nous qui étions et qui sont aujourd'hui des opposants, leaders d'opinion, et d'autres qui sont des représentants diplomatiques ont eu à faire ce sont ces personnes qui ont eu à faire passer ce message-là pour semer le doute et la confusion dans les esprits afin de nous éloigner de la victoire. C'était ça. Ah oui, c'était ça. Et donc aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques jours, disons 4 jours, vous aviez animé une conférence de presse estimant ou déclarant que M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo, qui se trouvait dans un champ de maïs en ce moment, selon ses propres déclarations, et vous aviez dit, il vous a mandaté à prendre le relais de la réclamation de sa victoire, de sa supposée victoire. Alors, M. Sativi, que s'était-il passé entre vous et Agbeyome avant la conférence de presse? Bon, vous savez, tout d'abord, il faudrait qu'on clarifie une chose. Vous avez parlé de supposée victoire. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une victoire. Vous savez, tout le monde a vu ce qui s'est passé le 22 février. Nous avons quand même organisé nous-mêmes notre centre de compilation au niveau du mouvement En Aucun Cas, et nous avons des chiffres. Et je pense qu'au niveau des autres Votre mouvement est-il installé à l'échelle nationale? Bon, vous savez, nous avions pu, en tout cas avec nos moyens de bord, compiler les résultats de la plupart, d'au moins les 3/4 de ce pays. Avec les PV ou comment? Bon, pas avec les PV, avec les résultats que nous avons vus afficher. Nous avons pu collecter tout ça, et c'est ce qui a fait que, bon, nous autres avons dit dès les premières heures que c'était M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo qui était le gagnant. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne s'en prendre à nous, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est la même situation aujourd'hui avec les autres responsables de partis politiques et au sein de la société civile. Je prends l'exemple de nos amis des forces du consensus démocratique et qui regroupaient la société civile et à la tête duquel se trouvait Maître Jussa Javon. Ben, vous savez, la société civile, à travers ce regroupement, avait également un centre de compilation et des résultats. La société civile devait même annoncer les résultats avant la proclamation officielle au regard de ce que nous avons sous la main. Mais la loi n'autorise pas ce genre de comportement. Bon, connaissant le régime, c'était la méthode qui avait été adoptée. Mais quand à un moment donné, des gens ont senti que c'était plutôt M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo qui était à la tête, et ils n'ont plus voulu poser cet acte. C'était vraiment dommage qu'on agisse en fonction de nos intérêts. Donc, ils pensaient à un autre leader, disons, à un autre candidat, et puis les donnes ont changé, et donc ils n'ont plus voulu soutenir ou accompagner votre candidat Agbeyome. Bon, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai pu comprendre, que des gens étaient solidement attachés à un candidat, et c'était plutôt ce candidat qu'ils voulaient voir gagner. Mais malheureusement, les Togolais en ont décidé autrement, et ils étaient mécontents. Je ne sais pas les griefs personnels qu'ils ont contre M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo, mais quoi qu'il en soit, je pense que il faudrait qu'on puisse être sincère et honnête dans tout ce qu'on fait. C'est ce que moi je pense. Et par exemple, nous au mouvement, nous n'avons soutenu aucun candidat. Nous avons appelé à voter tous les candidats. Et nous avons dit à la conférence de presse qui a précédé les élections que nous allons aider le candidat de l'opposition qui arrivera en tête à obtenir, à arracher, à jouir effectivement de sa victoire. Et si aujourd'hui j'étais plutôt Jean-Pierre Fabre ou Kwame Olu ou Aimé Gogué, nous serons également en train de l'accompagner pour qu'il puisse jouir effectivement de son pouvoir. Nous, ce n'est pas la personne. Vous n'avez pas voulu
faire du faux. Donc, vous joignez un peu, entre parenthèses, l'acte à la parole. Tout à fait, tout à fait. Ah. Parce que, vous savez, dans cette lutte, ce n'est pas la personne qui intéresse. Et moi je pensais que, et je le pense toujours que, on aurait pu, la classe politique de l'opposition, la société civile aurait pu aider M. Gabriel Mensah-Guémé Kodjo. Lui-même, quand vous discutez avec lui, il est conscient que sa petite personne, ce n'était pas sa petite personne qui intéressait les Togolais. Les Togolais n'ont pas voté pour lui-même. Les Togolais ont voté pour un idéal. Et donc, il comprend, et de demain, s'il arrivait à être président, il saura qu'il n'est pas assez populaire dans le pays. Et si, à la moindre erreur, il pourra être éjecté par ceux-là même qui l'ont aidé à arriver. Il était conscient de cette réalité. Et c'est pourquoi si vous l'écoutez, il dit souvent que non, que ce n'est pas lui qui a gagné, c'est grâce à Monseigneur Kodjo et à tous ceux qui l'ont soutenu qu'il a pu gagner. Donc, il était conscient de cela. Mais bon, il n'est pas encore trop tard pour que nous puissions corriger les erreurs du passé. Maintenant, revenons un peu à votre question, que j'ai été sollicité par... Est-ce que Agbeyome Kodjo, Monsieur Gabriel Mensah-Guémé Kodjo, vous a mandaté à maintenant reprendre le flambeau de la lutte ou de la réclamation de sa victoire volée, comme il le dit? Bon, vous savez, il y a des gens qui ont parlé de mandat, mais moi, ce que j'ai dit dans ma déclaration, c'était que j'ai été sollicité par Monsieur Gabriel Mensah-Guémé Kodjo. Lui-même ou bien la dynamique? Lui-même. Lui-même. Pour apporter ma petite pierre à la manifestation de la vérité. C'est ce que j'ai dit. Il est passé par personne interposée pour me contacter. On s'est beaucoup parlé. Au départ, j'avais quelques doutes. J'hésitais à prendre une décision parce que j'étais partagé entre mes émotions et la raison. Mais à la fin, j'ai fait prévaloir sur mes émotions ma raison et j'ai accepté cette tâche parce que de toute façon, nous avons un devoir envers ce pays, la libérer du joug dictatorial. Nous devons le faire. C'était un impératif. Libérer donc le pays du joug dictatorial, dites-vous? Oui, du joug dictatorial. Vous n'êtes pas d'accord qu'on est aujourd'hui dans une dictature? Bon, si vous ne l'êtes pas, bon, de toute façon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes... Non, moi, je vous écoute et je vous reprends, c'est ce que je fais. D'accord. En tout cas, nous avons une obligation, celle de libérer ce pays des mains de ce système, de ce régime dictatorial. Et concrètement, quelle est la mission que M. Agbeyome Kodjo vous a assignée? Moi, il s'agit pour moi d'apporter également... Vous dites qu'il vous a sollicité. D'aider ceux qui sont déjà en train de travailler d'arrache-pied pour la manifestation de la vérité des urnes à pouvoir réussir leur mission. Donc, il y a la dynamique, les gens de la dynamique eux-mêmes qui sont en train de faire un travail colossal, les gens qui sont de la diaspora qui font également quelque chose, et d'autres personnes qui sont également en train de faire leur part. Et donc, il s'agit pour moi d'apporter également ma petite touche à ce qui se fait actuellement pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est ça un peu mon travail. Et parlons-en, vous savez, dans mes échanges avec M. Gabriel Mensah-Guémé Kodjo, j'ai pu obtenir de lui l'engagement de ne faire qu'un mandat unique lorsqu'il viendrait à jouir effectivement de sa victoire. Alors, c'est comme d'une transition? Oui, juste pour pouvoir remettre de l'ordre dans le pays et après, maintenant, il va partir. C'est en tout cas l'engagement que j'ai pris. En tout cas, c'est ce que les uns les autres, toujours les opposants disent, mais une fois arrivé, Patrice Talon avait dit, tenu ces mêmes propos, mais une fois qu'il s'est installé dans le fauteuil présidentiel, l'ambition semble aujourd'hui en tout cas prendre une autre tournure. Bon, jusqu'alors, le président Patrice Talon n'a pas encore dit qu'il se présenterait. Il y a le FA qui aurait, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais les oracles ou quelque chose comme ça, qui aurait dit, monsieur Talon, il faut briguer un nouveau mandat. Bon, vous savez, le FA peut dire autre chose, les oracles peuvent dire autre chose, mais monsieur Patrice Talon, c'est à lui que revient la décision finale. Et jusqu'alors, je ne vois en lui aucune envie de faire un deuxième mandat. Du moins, il ne l'a pas encore exprimé. Il a encore jusqu'en 2021 pour exprimer clairement sa position. Et donc, M. Agbeyome Kodjo vous a sollicité pour que vous puissiez continuer par réclamer sa victoire. Oui. Mais pas sa victoire, mais la vérité des urnes. Vérité des urnes. Moi, je parle plus de la vérité des urnes. D'accord. Parce que... Ce qui dit, vous ne croyez pas aux chiffres officiels avancés, vous aussi? Oui, je ne crois pas aux chiffres officiels avancés. Et vous savez, quand vous regardez un peu...
les chiffres qui ont été proclamés, quand vous calculez le pourcentage qui ne donne pas 100%, quand vous voyez le nombre total d'inscrits annoncés par la CENI et le nombre total d'inscrits annoncés par la Cour constitutionnelle, qui sont carrément différents, le nombre total de votants annoncés par la CENI et le nombre total de votants annoncés par la Cour constitutionnelle, qui sont également très différents, alors vous constatez qu'il y a problème quelque part et que quelqu'un, ou sinon les deux, ne disent pas la vérité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, entre-temps, moi, j'ai apporté plainte devant le procureur de la République contre M. Abdou Assouma pour manipulation des résultats. Vous aviez déposé une plainte? J'ai déposé une plainte en bonne et due forme contre M. Abdou Assouma, afin qu'il puisse répondre de ses actes, parce que le monsieur a eu à manipuler les chiffres. Quand on prend un peu les résultats qu'il a annoncés, juste après la proclamation des résultats par la CENI, vous voyez que le pourcentage global fait 101,5%. Ce n'est pas normal. Ça fait 101,5%. Et quand vous voyez les chiffres qu'il a donnés, c'est des chiffres qui sont carrément différents de la réalité. Et donc, par après... Pourquoi dites-vous que ce sont des chiffres qui sont différents de la réalité, étant donné que la Cour constitutionnelle doit corriger ce que la CENI, entre-temps, aurait peut-être gonflé ou réduit, peut-être pris à minima. Donc, la Cour constitutionnelle a le droit ou toutes les prérogatives de rétablir tout dans son cadre normal. Si nous étions en présence d'une Cour constitutionnelle légitime, c'est ce qui aurait pu être fait, mais nous sommes en présence de gens nommés par Faure Gnassingbé, de gens qui prêtent allégeance à Faure Gnassingbé, de gens qui travaillent exclusivement pour la conservation du pouvoir par le régime en place. Et donc, il est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas communiquer les vrais résultats issus des urnes. Et prenez un peu ce que j'étais en train de dire. Vous savez qu'au Togo, il y a eu des décisions de proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Abdou Assouma a proclamé un premier résultat qui était erroné, dont les chiffres étaient extrêmement révoltants. Et par après, je ne sais pas si c'est peut-être des gens qui lui ont soufflé ça à l'oreille, ils sont revenus dans une autre décision qui n'a pas été communiquée au peuple togolais pour dire non, qu'ils avalisent plutôt la décision donnée par la CENI. Ce n'est pas normal. Et je pense que même l'ANC... Raison pour laquelle, oui, même l'ANC a eu à relever ses insuffisances et a saisi la CEDEAO aux fins d'annulation des résultats de l'élection présidentielle. Donc je pense que ce n'est pas moi seul qui suis en train de voir les choses sous cet angle, mais c'est plus tout le monde. Et aujourd'hui... Oui, autrement dit, la Cour constitutionnelle ne vous a pas inspiré confiance? La Cour constitutionnelle, en tout cas, n'inspire confiance à aucun Togolais dans ce pays. Regardez à l'investiture de Faure. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui joue au griot. Le président de la Cour constitutionnelle qui se comporte comme s'il était un militant d'UNIR. Et oui, d'ailleurs... Après tout, il est quand même citoyen togolais. Est-ce qu'il doit avoir aussi un penchant? Quand vous occupez une certaine fonction, vous devez être neutre et impartial. Vous devez garder votre position pour vous-même. Elle ne doit pas être extériorisée. Vous êtes président de la Cour constitutionnelle, ce qui vous suppose que c'est vous qui départagez tous les camps. Alors si vous avez un parti pris préalable, ce qui suppose que tout ce que vous allez dire par après seront biaisés. Elles ne reflèteront en rien la réalité parce que vous allez travailler à harmoniser vos positions en fonction de vos convictions. Et ce n'est pas normal. Il faudrait que ceux qui sont en charge, c'est ceux qui président les institutions de ce pays, puissent avoir le minimum de probité morale. C'est tout ce qu'on leur demande. Folie Issa TV, le général Issa TV, qui est le premier responsable du mouvement. En aucun cas, c'est lui qui est notre invité de ce matin. Et nous sommes en train de débattre des principaux sujets d'actualité dans le pays avant de remonter vers l'extérieur aussi. Mais quand même, Folie Issa TV, je reviens encore à cet aspect de la chose. Guillaume vous a mandaté de pouvoir continuer à revendiquer la manifestation de la vérité des urnes. Comment allez-vous vous y prendre? Vous savez, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas que les manifestations populaires. Il y avait également d'autres choses. Et dans ce pays, en tout cas c'est sur une question sur laquelle je souhaitais intervenir, mais il n'y a pas de souci, je peux donner un avant-goût. Nous n'avions pas encore essayé le boycott économique dans ce pays. Je pense que c'est une stratégie, le boycott économique, c'est une stratégie qui sera au cœur de la plupart des actions que nous aurons à mener dans les prochains jours. Oui, boycott et vous savez, il s'agit pour nous de boycotter certaines entreprises, les produits de certaines sociétés et de
de certaines sociétés, de certaines personnes. Aujourd'hui, les Togolais seront appelés dans les prochains jours à boycotter les entreprises des pays qui ont soutenu le régime Gnassingbé, qui ont félicité Faure Gnassingbé pour sa victoire. Il s'agit pour eux de boycotter les produits de ces personnes qui apportent leur soutien de quelque manière ou d'autres à ce système en place. Par exemple, nous savons qu'il y a certaines personnes qui soutiennent ce régime et qui ont des entreprises qui produisent des choses. Les Togolais doivent donc commencer par apprendre à boycotter leurs produits. Mais nous sommes des consommateurs de ces produits, d'accord, mais quelle sera l'alternative? Oui, si vous nous appelez à boycotter, l'alternative serait? Je pense qu'il y aura une alternative. De toute façon, c'est une stratégie qui sera bien ficelée, de sorte à ce qu'il y ait toujours une alternative au peuple togolais. Je prends l'exemple des entreprises françaises qui existent au Togo. Vous savez, la France a félicité Faure Gnassingbé pour sa victoire malgré les dérapages constatés lors de la proclamation des résultats et lors de l'élection même. Donc, par conséquent, les entreprises françaises seront boycottées en bonne et due forme dans les prochains jours. Prenons l'exemple de Total. Les Togolais seront appelés à boycotter les produits de Total au profit d'autres stations d'essence. Ça, c'est clair. Et parce qu'il nous faut mettre la pression, sur ceux-là même qui apportent leur concours à la pérennisation de ce système. Nous ne devons pas continuer par les ignorer. Nous devons commencer par nous en prendre également à eux. Et vous pensez que vous serez suivis? En tout cas, j'ose croire que les Togolais, actuellement épris de liberté et de justice, feront le maximum pour que nous puissions arriver à bout de ce système. Et si ça doit passer par un boycott économique, alors je les invite à s'y donner à 100%. À part le boycott économique, il y aura naturellement des grèves. Nous allons appliquer également les grèves. Grève? Les grèves, n'est pas un mouvement syndical, cher ami. Bon, vous savez, on n'a pas nécessairement besoin d'être un mouvement syndical pour appeler à une grève. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui exploitent. Qui exploitent et maltraitent nos concitoyens avec la bénédiction du système en place. Et ces entreprises font tout pour que Faure Gnassingbé puisse rester parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que Faure Gnassingbé est au pouvoir, ils peuvent continuer par payer aux Togolais des salaires de misère et pas les traiter comme des chiens. Alors, il s'agit pour nous d'appeler nos concitoyens à organiser des grèves dans toutes les entreprises afin d'amener ces personnes à dire à Faure Gnassingbé si c'est à cause de toi que nos business seront gâtés ou nos sociétés tomberont en panne. Connaissant bien la psychologie, la mentalité des Togolais, vous pensez que un Togolais qui va respecter votre mot ou disons peut-être s'adonner, observer une grève, un mouvement de grève et que dès lors qu'il sera renvoyé, vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il s'agira d'une stratégie bien ficelée. Il y a à côté ce que nous appelons les fonds solidaires que nous allons mettre en place, de sorte à ce que ceux qui auront à subir des situations pareilles puissent être soutenus. Vraiment? Naturellement, nous allons organiser dans les prochains jours un fonds. Tout ça, je suis juste en train de donner un avant-goût de ce que nous sommes en train de préparer. En temps normal, c'est des choses que nous désirons annoncer à travers des conférences de presse. Mais il n'y a quand même pas de problème, nous en parlons pour l'instant et quand le moment viendra, nous donnerons beaucoup plus de détails. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais dire une chose à mes compatriotes, c'est que dans la vie, il y a un prix pour toute chose. De la même manière que pour obtenir son diplôme ou le baccalauréat, il faut beaucoup apprendre, il faut payer un prix, il faut peut-être observer des nuits blanches, des nuits blanches et tout ça. Pour pouvoir bien réviser. Également l'alternance, la liberté et la démocratie à un prix. Moi, par exemple, je suis prêt à retourner en prison, à payer de ma vie pour que nous puissions obtenir le changement. Alors, mes compatriotes également doivent chercher... Donc vous n'avez pas peur si on vous invite encore à la justice ou peut-être on vous interpelle par rapport à à cette panoplie donc d'activités, d'actions que vous êtes compté déployer dans les prochains jours? Mais avoir peur de quoi? Vous savez, nous autres sommes déjà devenus des cabris morts. Si le régime veut qu'il nous convoque de nouveau à la justice, nous répondons présent. De toute façon, moi j'avais déjà dit que je ne partirai jamais en exil. Ça, je l'avais déjà martelé. Je ne partirai jamais en exil, je n'irai nulle part, je ferai le combat ici jusqu'à ce qu'elle n'aboutisse. Oui, mais alors, celui qui vous aurait sollicité, lui, il a fui. Vous savez, dans la posture de monsieur, se trouve actuellement? Dans la posture de M. Gabriel Messangbe Kodjo, il était tout à fait normal qu'il se mette à l'abri. Parce que
Si aujourd'hui on atteint M. Gabriel Mensah Guillaume Kodjo, c'est tout le peuple togolais qui est atteint. Si on arrive à le tuer, alors c'est fini, il n'y aura plus de revendication de victoire, il n'y aura plus quoi que ce soit. Alors, ça c'est vous que M. Guillaume Kodjo aurait sollicité, mais il y a des acteurs politiques également, voire même des candidats qui ont participé également à cette joute électorale, disons à cette élection présidentielle. Cependant, comment analysez-vous un peu le comportement des uns et des autres? D'abord, de M. Guillaume Kodjo lui-même, vis-à-vis de ses camarades qui ont participé aussi à cette élection, et le versant, c'est-à-dire les autres aussi envers M. Guillaume Kodjo. Bon, je pense qu'il y a problème quelque part. Sinon, il y a eu problème quelque part et qu'il faille à tout prix corriger. Je disais entre-temps que si nous avions le temps, si nous avions normalement le temps et nous n'étions pas pressés par la situation, on aurait pu mettre en place une comité vérité et réconciliation exclusivement pour les acteurs politiques de l'opposition de la société civile, afin qu'on puisse tous se regarder. Comité vérité et réconciliation. Exclusivement pour les acteurs de l'opposition de la société civile. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'entre nous, nous puissions arriver à nous parler, que chacun arrive à dire à l'autre ce qu'il a sur le cœur. Parce que chacun d'entre nous a aujourd'hui beaucoup sur le cœur, et c'est au nom de toutes ces rancunes, de toutes ces colères, de ces frustrations, et qui fait qu'aujourd'hui nous semblons être un peu hypocrites. Nous semblons être un peu hypocrites. On se dit, bon, que telle personne m'a fait telle chose par le passé, donc moi je ne vais pas le soutenir, ou telle personne a eu à dire telle chose sur moi, et donc, je m'en fiche pas mal de ce qu'il est en train de faire tel. Je pense que ça ne nous avantage pas dans ce pays. Quand je regarde un peu les autres candidats qui ont également pris part à ces élections, quand je vois un peu leur silence, moi personnellement ça me dérange. Parce que s'ils le silence vous dérange? Ça me dérange. Et pourquoi? Parce que s'ils estiment que ce n'est pas M. Gabriel Mensah Guillaume Kodjo qui a gagné ces élections, alors c'est qu'en d'autres termes, ils estiment que c'est plutôt Faure Gnassingbé qui les a gagnés. Oui, mais aujourd'hui, ils ne disent non plus que Faure a gagné et ils ne soutiennent non plus que Guillaume Kodjo aurait gagné. Il y a nécessairement un gagnant. Vraiment? Il y a nécessairement un gagnant. On ne peut pas prendre part à une élection, à moins qu'ils veuillent faire comprendre que Faure Gnassingbé a eu les mêmes voix que M. Gabriel Mensah Guillaume Kodjo. Mais ne voyez-vous pas quand même que, par-dessus tout, M. Jean-Pierre Fabre, lui, il a trouvé quand même qu'il faut plutôt annuler l'élection et il s'en remet à la Cour de justice de la CEDEAO. Bon, je respecte un peu la position de M. Jean-Pierre Fabre et des responsables de l'ANC. Pour autant, il y a un gagnant. Pour autant, il y a un gagnant qui est bien connu de tous. Donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aider ce gagnant à jouir effectivement de sa victoire. Et si ce gagnant ne peut pas jouir de sa victoire, alors il faudrait que M. Faure Gnassingbé non plus ne gouverne ce pays. Parce que si le vrai gagnant ne peut pas gouverner, alors celui qui a été battu ne doit pas également gouverner dans ce pays. C'est ce qui a été fait depuis des années où le vrai gagnant ne gouverne pas, c'est plutôt le vaincu qui gouverne. Il faudrait qu'on puisse cesser cette mascarade-là. Alors, l'autre point, c'est-à-dire la toile s'enflamme toutes les fois quand il y a une réaction de M. Guillaume ou une réaction quand même des militants de l'opposition, et c'est toujours les attaques, les contre-attaques, les invectives, les injures, les calomnies, la haine, ce sont les vices auxquels nous assistons maintenant sur les plateformes. Comment vous, en tant que leader d'opinion, vous l'expliquez? Vous savez, tout ça, c'est... À moins que vous n'ayez jamais constaté cela, hein? Non, je constate cela. Moi-même, j'en suis à quelques fois victime de cette situation. Mais je dis souvent, c'est la résultante de nos égos. C'est la résultante de nos égos. Et on travaille plus dans ce pays à faire échouer l'autre de l'opposition, plutôt que de travailler à faire libérer ce pays. Et ce n'est pas normal. Et il y a certaines personnes, dès qu'ils voient qu'une autre personne travaille et est en train de vouloir prendre leur place ou de vouloir est en train d'être apprécié plus que ils commencent par tout faire pour décrédibiliser cette personne, pour donner une mauvaise image de cette personne, et les autres également rentrent dans le jeu. Mais je pense qu'il est temps que ça puisse cesser. Quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, depuis les élections présidentielles de 2020 jusqu'à ce jour, ce n'est
plus le parti au pouvoir qui nous attaque, ce n'est plus le parti au pouvoir qui travaille à nous diviser, mais c'est plus nous-mêmes qui travaillons à nous diviser, à nous affaiblir, à nous décrédibiliser. Et donc, ce n'est pas normal. Des attaques entre militants de l'opposition eux-mêmes? Oui, c'est ce qui se passe actuellement. Quand vous voyez un peu les militants, les responsables de certains partis s'attaquer aux responsables et militants d'autres partis ou d'autres acteurs de la société civile, et vous comprenez qu'il y a problème quelque part. Ce n'est pas le parti, parce que jusqu'alors, moi, je ne vois pas le parti au pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire pour nous empêcher de pouvoir nous unir. À moins que certains dans l'opposition constituent une aile marchande du parti au pouvoir et travaille à la pérennisation du système. Sinon, je ne comprends pas nos comportements. Je l'avais déjà dit que si c'était M. Jean-Pierre Fabre qui avait remporté cette élection, moi, je serais la première personne à m'associer à lui, à travailler à ce qu'il puisse jouir effectivement de sa victoire. Parce que ce qui m'intéresse n'est pas la personne de Jean-Pierre Fabre, mais c'est plus l'idéal pour lequel les Togolais se battent depuis des années. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, si on arrive à faire partie M. Fornassing, que Jean-Pierre Fabre vient, qu'il fait également des choses qui ne plaisent pas au peuple, alors on va encore se liguer à lui. Si demain, on arrive à faire en sorte que M. Agbéomé Kodjo jouisse pleinement de son pouvoir et qu'il commence à faire des choses, à gaffer, mais je serai également la première personne qui sortira pour dire, mais monsieur Gabriel, il faudrait que tu arrêtes. Donc, pour moi, ce n'est pas la personne qui doit nous intéresser. Donc, vous ne mettez pas, en tout cas, la personne ou, disons, un leader, où vous ne suivez pas un leader, mais plutôt vous suivez un idéal d'intérêt national. Tout à fait. C'est ce que moi je suis en tout cas. Vraiment? C'est ce que je suis. Oui, mais comment peut-on expliquer le fait qu'on en arrive là et que les militants des partis s'attaquent entre eux, s'invectivent entre eux? Et y a-t-il quand même possibilité que ceux-là puissent sortir de ce carcan un jour? Mais vous savez, le jeu a été faussé également d'avance. Je me rappelle qu'un jour, j'ai eu également à critiquer Monseigneur Kodjo par rapport à certaines de ses déclarations. Je disais qu'il n'est pas normal qu'il sollicite l'aide des autres responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile et qu'au même moment, il les insulte, il les dénigre et il les traite de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Et je lui ai également fait ce reproche publiquement à travers des tests et par après, on s'est vu et on en a également parlé. Et de la même manière, toutes les fois que des responsables d'autres partis se sont également attaqués à la dynamique, à la personne de M. Agbéomé Kodjo ou de Monseigneur Kodjo, j'ai également à faire la même chose. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand souvent, moi je suis attaqué par certains responsables et militants de certains partis politiques, je dis souvent à mes camarades, ne réagissez pas. Parce que ce qui nous préoccupe, ce n'est pas notre petite personne, mais c'est l'idéal que nous combattons. Et on a besoin de tous pour y arriver. Voilà, et voilà pour la raison pour laquelle vous avez même parlé donc d'une commission réconciliation, vérité-réconciliation au sein de l'opposition elle-même. Maintenant, l'autre aspect, le Togo a organisé son élection présidentielle depuis le 22 février 2020. Élection proclamée le 24 par la CENI, la Cour constitutionnelle est venue confirmer ou même confirmer la réélection de M. Fornassingbe. Fornassingbe a prêté serment le 3 mai, mais depuis lors, aucun, disons, pas de nouveau Premier ministre, pas d'équipe nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle équipe gouvernementale. Bon, vous savez, moi, en tout cas, que Fornassingbe forme son gouvernement ou ne le forme pas, moi, ça ne m'a jamais intéressé en tout cas. Depuis les élections présidentielles où je le sais battu par M. Agbéomé Kodjo, moi, qu'il forme son gouvernement, ça ne m'intéresse pas en tout cas. Donc, pour vous, Fornassingbe a été battu par M. Agbéomé Kodjo? Il a été proprement battu par M. Agbéomé Kodjo. Tout le monde le sait dans ce pays. Il a été proprement battu. Vous-même, vous êtes journaliste. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'urne. Et il a été battu. Le reste, ce n'est que de l'usurpation. Donc, moi, je n'attends rien de M. Fornassingbe. Tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il puisse dégager. C'est tout ce que moi, j'attends de lui. Donc, M. Sativi n'ambitionne pas à être nommé, ne serait-ce que peut-être ministre de la Jeunesse pour des missions précises? Ministre de la Jeunesse pour M. Fornassingbe, je ne pense pas que ça puisse être possible dans ce pays, encore moins ministre ou quoi que ce soit. Vous savez, moi j'ai eu des propositions de la part de ce système. J'ai toujours décliné toutes les offres. Des nominations? Après ma sortie de prison, des nominations? Je dis j'ai toujours décliné toutes les offres. Pour l'instant, je me garde d'entrer dans des détails. Après ma sortie de prison, il m'a été demandé de rencontrer M. Fornassingbe dans le cadre d'une visite privée qui ne devait être connue de personne. J'ai dit, je ne le rencontre pas
dans le cadre d'une visite privée, ça ne peut qu'être que dans le cadre d'une visite officielle. S'il est d'accord, on se voit, on se parle en présence d'autres leaders d'organisations de la société civile et de la jeunesse. Mais si ce n'est pas le cas, on ne se voit pas. Et c'est ainsi jusqu'à ce jour. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lors de la plupart de mes visites à l'extérieur, je prends toujours le soin d'informer les gens à l'avance. C'était du mépris vis-à-vis donc du président, quoi qu'on dise, c'est lui qui est le président de la République à l'époque. Mais pourquoi est-ce qu'un président de la République, même s'il était de l'époque, choisirait de rencontrer un leader d'opinion, une personnalité publique dans le cadre d'une visite secrète? Oui, mais quand même au village, quand peut-être vous avez commis une faute ou bien vous avez fait quelque chose, pas poser des actes malveillants, mais peut-être vous avez commis une gaffe, qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même de discuter, d'échanger avec vous, d'abord en souterrain, en catimini, avant de pouvoir se retrouver en public. Mais ou bien encore faut-il qu'il y ait faute. Je ne pense pas avoir commis une faute contre M. Fornasingwe. C'est lui plutôt qui en a commis contre moi en me privant injustement de ma liberté pendant 14 mois. Donc c'est à lui qui me doit des excuses. Et moi, je n'ai rien à cirer avec M. Fornasingwe. S'il veut me rencontrer, du moins, je l'avais déjà dit à la personne envoyée, et je l'ai dit également officiellement aujourd'hui, que s'il veut me rencontrer, ça ne peut qu'être que dans le cadre d'une visite officielle, et je pense que là, le temps est déjà passé parce qu'il n'est plus le président de la République. Donc, M. Sativi n'est intéressé à rien du tout, venant donc du pouvoir de Faure-Gnassingbé? Non, je ne suis intéressé par rien, ni par leur argent à eux, ni par une quelconque nomination, ni par une rencontre, qu'elle soit secrète ou privée, je ne sais pas. Donc, si on vous comprend très bien pour vous, à Guillaume ou rien? En tout cas, c'est lui qui a gagné les élections, il faudrait qu'il puisse jouir de son pouvoir. Folie Sativi, vous ambitionnez créer un nouveau parti politique? Je n'ai jamais ambitionné de créer un parti politique en tout cas. Nous avons juste annoncé le lancement prochain d'un front commun pour le changement, d'un front qui est censé regrouper toutes les forces qui travaillent dans ce pays pour l'avènement du changement. Et donc c'est dans cette optique que nous étions. Entre-temps, peut-être, j'ai lu certains organes de presse et dire que, bon, que je serai bientôt leader d'un parti politique, oui, ça se comprend aussi, au regard des informations qu'ils ont, parce que, entre-temps, nous avons voulu enregistrer le mouvement en aucun cas comme une simple association, parce que depuis très longtemps, quand nous déposons des lettres pour manifester tel au nom du mouvement, en aucun cas, ils nous font comprendre que le mouvement n'a pas de base légale, parce qu'elle n'est pas enregistrée, alors qu'en réalité, le mouvement, en aucun cas, est un regroupement d'associations légalement constituées et n'avait plus besoin d'être enregistré. Mais quand même, on a voulu l'enregistrer pour finir avec cette question. Et quand nous sommes partis, nous étions surpris de constater que les gardes du ministère nous disent qu'on ne peut pas enregistrer le mouvement en aucun cas comme une simple association, mais comme un parti politique. Si nous voulons l'enregistrer comme parti politique, ils peuvent le faire. Mais si c'est comme une association, ils ne vont pas l'enregistrer. Et depuis, ça fait déjà plus de 2 mois qu'ils sont en train de nous traîner. Les gardes vont au ministère, tel pour la même chose, et ils essaient de les tourner en rond. Ils ne veulent pas l'enregistrer. Ils nous disent qu'on n'a pas de base légale. Donc c'est eux qui vous poussent maintenant à créer un parti politique? Ce sont eux qui nous poussent à créer un parti politique pour mieux nous enfermer. Vous-même, vous voulez bien sûr créer un parti politique aussi? Bon, moi je ne me vois pas pour l'instant président d'un parti politique au Togo. Je ne me vois pas encore président d'un parti politique au Togo. Peut-être viendra-t-il avec le temps. Ça veut dire que ce que les uns et les autres font à la tête de leur parti, vraiment ne vous enchante pas, ne vous contente pas? Non, pas ça. Vous savez, avant de créer un parti politique, il faut s'assurer d'avoir toutes les cartes en main. Aujourd'hui, je n'ai pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir créer un parti politique. C'est pourquoi je dis que ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'heure, nous ne sommes pas à ce stade. Il nous reste encore quelques minutes, mais madame, monsieur, vous qui nous écoutez, si peut-être vous êtes à l'écoute et vous voudrez poser une question donc à monsieur Folie Sativi, si malgré les quelques soucis que nous avons, oui, la radio vraiment a quelques soucis ce matin, cependant, si vous nous écoutez et vous avez une question donc à poser à notre invité, vous êtes tout de même le bienvenu dans Audi Actu. Encore une fois, nous vous présentons toutes nos excuses pour tout ce que vous constatez d'anormal ce matin, et c'est purement technique, il faut le dire. À l'international, voilà, Alassane Dramane Ouattara ne veut pas donner donc le passeport diplomatique à Laurent Gbagbo.
et son nom est radié sur la liste des électeurs, ce que les pro-Gbagbo n'admettent pas, et eux comptent coûte que coûte, vaille que vaille, déposer le dossier de candidature de Laurent Koudou-Gbagbo. Bon, vous savez, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est vraiment très choquant, et ce que fait M. Alassane Ouattara l'est encore plus. Moi, je suis un peu sidéré que par le fait que M. Alassane Ouattara ne veuille pas donner de passeport au président Gbagbo, qui, entre-temps, lui a permis d'être candidat, lui a donné la nationalité et le passeport, et ce qui lui a permis d'être candidat. Je suis un peu choqué par cela, mais j'ose croire que Alassane Ouattara reviendra de meilleurs sentiments. Sinon, il risque de brûler la Côte d'Ivoire, comme l'a déjà dit quelqu'un. Voilà. Et maintenant, en Guinée, voilà, c'est le 18 octobre qu'ils seront également dans une et Monsieur Alpha Condé, celui-là qui était le sapeur-pompier au Togo, lui-même, il veut briguer un troisième mandat. Vous savez, je me rappelle que c'est dans votre studio ici que j'avais dit que Monsieur Alpha Condé ne jouait pas franc jeu dans le dossier togolais. Que M. Alpha Condé était en train de vouloir lui-même briguer un mandat et qu'il avait tout intérêt à ce que la crise togolaise ne puisse pas aboutir. Je l'avais dit ici et c'est ce qui se confirme aujourd'hui. En tout cas, j'ai mes amis qui sont du front, qui sont du FNDC, qui se battent actuellement contre lui pour qu'il ne puisse pas être candidat, et je leur souhaite le meilleur, je leur souhaite de pouvoir réussir là où nous autres avons failli. Mais celui d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition de l'autre côté, ou bien disons en Guinée, il ne clarifie toujours pas sa position, et ce que ceux-là qui vendent de vous, il lui demande quand même que, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous participerez à l'élection? Donnez-nous votre position très claire. Bon, je pense que Céline celui d'Alain Diallo. Excusez-moi, celui d'Alain Diallo est un acteur politique très averti et il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait quand il sera opportun pour lui d'annoncer sa candidature et s'il ne devait pas y aller, il sait également pourquoi il ne devait pas y aller. Mais de toute façon, je connais le peuple guinéen. C'est un peuple très fier, un peuple très vaillant, un peuple très résilient. Et je sais quand même qu'ils arriveront à bout de leur dictature à eux aussi. Eh bien, au Mali, la CEDEAO n'est pas d'accord. Aujourd'hui, c'est la francophonie qui suspend le Mali donc de toute instance au niveau donc de la francophonie. Alors finalement, les soldats veulent aussi diriger le pays alors que c'est le peuple qui était dans la rue pour faire partir Ibeka. Bon, vous savez, ce qui se joue au Mali, c'est plus des questions d'intérêt, international. C'est ce qui se joue au Mali, en tout cas, à l'heure actuelle. Observez bien, le peuple malien s'est mobilisé massivement dans la rue. Elle a demandé la démission de Ibeka. L'armée malienne, qui contrairement à l'armée togolaise est une armée républicaine, a pris ses responsabilités en offrant au peuple ce qu'il souhaite, et la communauté internationale s'indigne alors que c'est cette même communauté internationale qui avait soutenu de par le passé l'intervention de l'armée dans des conflits politiques. Prenez le cas du Soudan où la communauté internationale a félicité dans son ensemble l'intervention de l'armée contre Omar el-Béchir. Maintenant, comment comprendre que cette même communauté internationale s'indigne aujourd'hui contre les militaires maliens? Ce n'est pas compréhensible. Et ce qui en tout cas, Omar el-Béchir, il était déjà accusé par la Cour pénale internationale. Il était dans le viseur de la Cour pénale internationale où un mandat d'arrêt avait été déjà émis contre lui. On lui reproche beaucoup de choses et il est aussi un chef d'État qui a duré trop longtemps au pouvoir. Contrairement au Mali, Ibeka était donc régulièrement dans son deuxième mandat. Ben, peut-être parce que, bon, Ibeka... Ne voyez-vous pas que les situations ne sont pas les mêmes? Non, la situation est similaire parce que, de toute façon, qu'il y ait eu mandat d'arrêt international ou pas, il y a quand même un fait, c'est que le peuple en a eu marre à un moment donné de leurs dirigeants. Et le peuple a demandé que ces dirigeants puissent démissionner. Mais l'armée est intervenue, a pris parti pour la population et a fait ce qu'il fallait. Donc je pense que
la communauté internationale devait revoir ses positions et cesser de jouer à ces jeux hypocrites. Sinon, elle risque de n'avoir plus de crédibilité. Aujourd'hui, quand vous parlez de la CEDEAO togolais, ça n'inspire plus confiance. Ça n'inspire plus confiance. Oui, mais voilà, CEDEAO, c'est vrai, nous sommes à la fin de l'émission. Cependant, aujourd'hui, la CEDEAO ne joue pas quand même son rôle en amont aux crises, face aux crises, ou bien ne prévient pas les crises, mais plutôt elle vient en sapeur-pompier. Actuellement, la Côte d'Ivoire est sur une pente très glissante. On n'entend pas la CEDEAO branchée. La Guinée, la CEDEAO ne dit rien. Mais finalement, est-ce que la CEDEAO n'attend que les crises pour intervenir, parler de rétablissement de l'ordre constitutionnel? Vous savez, toutes les fois que la CEDEAO, la communauté internationale, est intervenue, c'est quand l'intérêt de l'un de leurs membres est menacé, c'est quand leurs privilèges sont menacés. Ils ne sont jamais intervenus quand l'intérêt des peuples était menacé ou quand les peuples étaient tyrannisés. La CEDEAO ne réagit pas? Elle ne réagit pas, elle n'intervient jamais. Mais ce n'est que quand un président est en train de perdre son privilège qu'on voit la CEDEAO monter sur son cheval et commencer par faire du n'importe quoi. Dans la crise togolaise, on a vu que la CEDEAO était venue plutôt pour aider M. Faure-Gnassingbé à se maintenir plutôt que d'aider le peuple à se libérer. Ce n'est pas du tout normal. Il faudra que la CEDEAO puisse revoir ses positions, sinon elle risque de ne plus inspirer confiance. Sommes-nous en présence d'une CEDEAO des chefs d'État ou bien d'une CEDEAO des peuples? En tout cas, jusqu'alors, tous sont d'accord que la CEDEAO est plus un syndicat des chefs d'État qu'une institution au service des peuples africains. Général Foley Sativi, votre mot de fin. Je demande à la population togolaise de ne pas baisser les bras, de garder espoir et d'être prêt à agir dès que nous lui ferons appel. Demain, il fera beau? Je pense que bientôt le changement, et que le changement en tout cas n'est pas très loin, elle est pour bientôt. Merci d'être passé chez nous. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous.